toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'hier, une première partie un petit peu longue, j'aurais pu continuer beaucoup plus loin et j'aimerais qu'on continue cette réflexion qu'on a eue hier et j'ai eu beaucoup de commentaires et qui confrontaient également mes idées, donc merci à vous, je vous le dis, je n'ai aucun ego sur ces marchés financiers, je ne vous pousse que mon expérience et ma réflexion, j'utilise beaucoup de biais cognitifs et biais psychologiques pour essayer d'étayer mes dires, parce que les marchés financiers sont extrêmement soumis aux émotions et à la psychologie humaine, et on tente inexorablement de le rationaliser, ce qui est la pire chose à faire et la plus difficile chose à faire. Néanmoins, j'aimerais qu'on parle de plusieurs choses aujourd'hui. On parlera essentiellement Bitcoin et cryptoactifs, market cap total. On reviendra sur le Nasdaq. Et on m'a parlé, je ne sais plus qui c'est qui m'en a parlé dans les commentaires YouTube, je ne l'ai pas noté, je suis désolé, par rapport, est-ce qu'on ne serait pas en fait en train de tout simplement d'éclater la bulle des années 2000 ou la bulle des dot-com, si vous voulez. J'aimerais vraiment qu'on fasse un petit tour de ce côté-là. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que, oui ou non, on est à l'aube d'un crash sans précédent? La réponse est oui. Est-ce que ce crash arrivera avant ou après que Bitcoin ait atteint les 200, 300 ou 400 000 $? Eh bien, c'est peut-être possible. Et toute cette réflexion-là, je vais essayer de vous l'apporter aujourd'hui dans cette vidéo en moins de 36 minutes. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien sera dans la description. On est plus de 9500 aujourd'hui sur ce Discord. Vous y trouverez à l'intérieur, dans l'onglet documentation, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Je vais très vite et comme ça, reprenez la vidéo d'hier pour essayer de mieux comprendre la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui. Je pense que c'est important. Écoutez-la en podcast, pas forcément d'être devant les écrans. Plutôt écouter un petit peu en podcast, c'est tout aussi intéressant. Et vous reviendrez éventuellement sur cette vidéo. Mais si vous n'avez pas le temps, on continue ensemble sans aucun problème. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Je l'utilise personnellement depuis des mois et des années, qui m'offre d'excellents résultats sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis personnellement moyen, long terme dans ma stratégie d'investissement. Et tout ce que je fais, je le marque sur papier ici et je le reprends quotidiennement dans les vidéos des rois du Bitcoin. Donc pour continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment nous rejoindre sur le Discord des rois du marché. Je vais vous parler de deux choses. La première chose, c'est la fameuse EMA 200. EMA 200 en weekly, qui, parmi mes confrères influenceurs, s'accordent à dire, et je m'accorde à dire avec eux sans aucune forme de contestation, que c'est une excellente entrée, la EMA 200. Pas parce que en fait c'est une excellente point d'entrée, c'est juste que parce que précédemment, en réalité, ça a été un excellent point d'entrée. Et on se rassure par des fractales. On ne fait que ça, en réalité. Les marchés ont une mémoire et il y a des effets autoréalisateurs qui se produisent sur les marchés financiers si on vient atteindre tel ou tel niveau, tel ou tel prix psychologique ou telle zone de rechargement d'achat ou des moyennes mobiles, notamment en 200 périodes, dans une time frame en weekly, en hebdomadaire. Donc oui, ce sera un excellent point d'entrée d'acheter potentiellement, si on y vient, c'est toujours pareil, on ne connaît pas l'avenir, sur les 22 000 $, ce qui ne mettrait pas en doute ma réflexion d'hier et mon scénario, puisque mon scénario s'annulera si on vient sous les 20 000 $ ou sous le précédent ATH de Bitcoin aux alentours des 20 200 $ jusqu'à preuve du contraire. Donc oui, vous avez raison, EMA 200, si vous voulez mettre, c'est toujours pareil, à l'aveugle, une bille sur des cryptoactifs que vous aimez, que vous préférez, que vous voulez lisser par le bas, sans structure, c'est difficile sans structure. Oui, vous pouvez éventuellement imaginer de prendre une pièce ici, mais généralement 3 fois sur 4 ou 4 fois sur 5, vous avez ce type de choses qui se produit. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous avez les W Weekly qui longent en fait potentiellement cette EMA 200 période et vous avez un signal. Honnêtement, je préfère le prendre ici plutôt que de voir en fait mon prix faire ceci et cela, quoi. Parce que reprendre sur un point d'entrée que vous voyez dans la même journée ou dans la même semaine, votre position perd 30%, je ne sais pas si vous tenez. Parce que si on fait ce type de choses, vous pensez que Bitcoin ira à zéro. Et tous les scénarios boules, entre guillemets, seront potentiellement aliénés, quoi. Parce qu'on sera en dessous, en tout cas mon scénario à moi, sera en dessous des 20 000 $. Donc faites attention à ça, mais ça peut être un très point d'entrée. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on ne va pas y aller? Je n'en sais strictement rien, mais c'est intéressant éventuellement d'encadrer des achats, même si ce n'est pas une forme de rationalité par rapport à une stratégie qu'on peut mettre en place de plusieurs indicateurs techniques qui nous dit « Ok, le signal ici ». Pourquoi? Parce que moi, j'utilise des structures de retournement de tendance. Actuellement, la dynamique et la tendance est baissière en weekly, donc j'attendrai des structures en W weekly pour pouvoir reprendre des positions d'achat, et ça ne me dérange absolument pas d'acheter plus cher.
mais c'est quelque chose qui me concerne et qui me regarde, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Peut-être que vous avez une autre approche sur ce type de choses. Ça, c'était la première chose, le premier élément, cette fameuse EMA 200. Pas de problème. On continue avec une deuxième chose, c'est les fameuses Golden Cross et Death Cross. Alors là, je suis un peu plus rigoureux sur les Death Cross et les Golden Cross. Bon, c'est en fait tout simplement le cross, le croisement entre l'EMA en 50 périodes et 200 périodes. Elles ne peuvent s'appliquer, ces Death Cross et ces Golden Cross, que sur une time frame en daily. Ça sert strictement à rien de l'utiliser en weekly, sinon ça ne s'appelle plus une Golden Cross ou une Death Cross. Ça ne sert à rien de l'utiliser en 4 heures, en horaire ou en 30 minutes. Ça ne s'appellera plus une Golden Cross et une Death Cross. Ça s'appellera le croisement d'une EMA 50 et d'une EMA 200 par rapport à la time frame donnée. Donc les Golden Cross et les Death Cross, c'est uniquement sur des time frames en daily. On le fait ensemble, il n'y a pas de problème, on se prend juste la petite fractale précédente parce que je les adore et je les joue potentiellement à l'inverse de la majorité, puisque c'est quelque chose, encore une fois, de très psychologique et très utilisé par des traders et des investisseurs plutôt traditionnels, pas trop sur les marchés crypto. Donc, je vous le fais extrêmement courte. Comment je peux l'utiliser, comment je le vois? Regardez ici, hein. Vous avez la EMA 50, qui cross une EMA 200, 10 cross, Golden Cross, 10 cross, et potentiellement Golden Cross to the Moon. Pourquoi? Revenons en arrière, on va regarder ensemble. C'est exactement la fractale qu'on voit aussi ici. C'est juste impressionnant. Alors, on ne l'a pas encore, celle-là. Hein, on n'a pas encore le signal. On y va? 10 cross. Golden Cross aliéné. C'est exactement ce qu'on a vu juste avant. 10 cross, Golden Cross, capitulation. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on ne l'a pas encore, notre Golden Cross. On a une Golden Cross, 10 cross qui aliène en fait notre Golden Cross. On est quand même parti faire un nouvel ATH, un joli rebond. C'est exactement ce que j'avais vu après. Derrière, capitulation, Golden Cross to the Moon. On ne sait pas si elle est finie cette capitulation, d'accord? C'est très très important. On peut se retrouver à 27 000 $, à 24 000 $, à 23 000 $ ou 22 000 $ sur notre EMA 200. C'était juste très important de vous montrer ça. On continue. On restera en weekly, les indicateurs techniques n'ont quasiment pas bougé, puisque en daily ça bouge que très peu. On attendra l'ouverture des marchés financiers. Je tourne cette vidéo au moment de l'ouverture des marchés financiers. Il y aura beaucoup de volatilité, mais à mon avis, on ne fera pas grand-chose. Je pense que ce sera potentiellement plutôt haussier. Pourquoi? Parce que lorsque les vendredis sont verts sur le S&P 500 et sur les valeurs traditionnelles, généralement les lundis sont verts également. Donc on est en train de ranger un petit peu au niveau de notre Bitcoin. Je vous le dis encore, on ne repartira pas to the moon ou dans les enfers en l'espace de 2 jours. C'est peu probable. On va devoir retravailler, restructurer des choses, accumuler des liquidités au nord comme au sud. On le voit sur Kingfisher et sur nos order books évidemment. Mais il faudra prendre du temps. Donc il faut vraiment essayer maintenant de prendre du recul, prendre de la réflexion, parce que ce qu'on s'est pris dans les dents, bah on se l'est pris, on le constate, on le subit, et techniquement, ça ne va pas se reproduire en un instant. On va maintenant devoir le digérer. Donc on a un petit peu de temps, et c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos-là, parce qu'on a finalement le temps de les faire. Je vais parler du Nasdaq par rapport à une forme de... et je vous remontrerai après, hors inflation, le Bitcoin, parce que c'est très intéressant. Vraiment, c'est des trucs... ça me fait vraiment plaisir de vous le témoigner et de vous le partager, dans cette vidéo notamment. Bon, on revient par rapport à la bulle des dot-com. Parce que je pense qu'on a une mauvaise mécanique par rapport à cette bulle des dot-com. Ok. Si je prends en fait par rapport à cette magnifique hausse ici de la bulle des dot-com, la valorisation des entreprises de l'époque, c'était à peu près valorisé sur le XIT 100, donc les 100 plus grosses valeurs technologiques du Nasdaq à ce moment-là, des entreprises du Nasdaq, c'était 3500 milliards. Ok, donc actuellement, si c'est 300 milliards, à peu près à 5000 points, si on prend ici, c'est grosso modo, je sais pas, on va dire, c'est 10 000 milliards de dollars actuellement, ou 9 000 milliards de dollars, à peu près. En arrondissant plus ou moins, c'est à peu près ça, hein. Grosso modo, voilà, 12 000 milliards de dollars ou 11 000 milliards de dollars au niveau de la valorisation. Si vous enlevez en fait l'inflation, mais monétaire uniquement, on se retrouve avec une valorisation de 5 000 milliards de dollars sur la bulle des dot-com des années 2000. Je vais vous reprendre juste un petit truc tout simple. Et à la fin de la vidéo, je vous pousse un truc pour vous dire, c'est ça une bulle. Et quand vous verrez ça à la télévision, ça veut dire qu'on est dans une bulle et qu'elle est près d'éclater. Et dans toute cette vidéo, j'essaierai de vous dire qu'on va se la prendre dans la tronche, cette bulle, et elle va éclater. Mais le truc, c'est qu'en fait, elle éclatera pas peut-être maintenant. Elle éclatera peut-être quand Bitcoin sera à 400 000 $. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, concernant la bulle des dot-com, il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, la valorisation
des sitcoms, des dot-com de l'époque, vous en avez plein. Je sais plus comment je peux les citer. Amazon, par exemple, avait perdu 92% de sa valeur ou 88% de sa valeur. Vous aviez je sais plus comment ça s'appelle cette boîte-là qui avait été valorisée de façon exorbitante et qui est tombée en fait 1 année ou 2 années plus tard. Netscan, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave, c'est pas important, vous pouvez le retrouver assez facilement sur Internet, sur Google. En réalité, en moyenne, ces boîtes-là étaient valorisées 200 fois leur revenu. À peu près 200 fois leur chiffre d'affaires. Intéressant ce que je vous dis. Ça veut dire, en somme, que Apple, aujourd'hui, est valorisé par rapport à son revenu, donc son chiffre d'affaires. Grosso modo, c'est 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Apple. C'est 2800 milliards de dollars de revenus, de capitalisation. On fait le truc un peu simple, c'est x6, x7, quoi. D'accord ? Bon, partez du principe que Apple, si on était dans une bulle actuellement, au même titre que les années 2000, aujourd'hui sur les valeurs plutôt technologiques, Apple devrait être valorisé peut-être 100 fois plus, quoi. Ou 10 fois plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, c'est pas vraiment le cas. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas se recracher sans précédent, etc. Parce que ce sera un autre problème, ce sera plutôt une crise des liquidités, une crise de la dette. Ce qui est un petit peu différent. Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont extrêmement leveragés et on peut faire tomber des capitalisations proches de zéro avec les dérivés. C'est pas impossible. Bitcoin a failli tomber à zéro. Reprenez des vidéos dans ce sens-là en mars 2020 ou avril 2020. Bittrex en fait avait coupé Binance, Bittrex, Kraken avaient coupé en fait leurs exchanges parce que les dérivés étaient tellement importants que Bitcoin tendait à zéro et allait tomber à zéro. Donc ils ont coupé, ils ont débranché en fait leur échangeur. On ne pouvait plus aller sur l'échangeur pendant plusieurs heures, le temps que ça revienne à peu près à la normale. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ce qu'on n'a pas vécu dans cette capitulation, même si elle était relativement faible, elle a fait mal à beaucoup de monde, moi le premier, je ne dis pas le contraire, mais ça a bien tenu au niveau des échangeurs. Il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de réaccumulation, et beaucoup d'achats notamment sur les dérivés en long, et on le voit très bien sur le ratio de Bitfinex, ça a explosé en l'air. Il y a des baleines qui ont acheté en long et qui ont chargé fortement leur long. Donc ça, c'était la première chose. Mais si on prend la même thématique de la bulle des dot-com par rapport aux cryptoactifs, je ne dis pas que les cryptoactifs devaient être aujourd'hui valorisés 5 000 milliards de dollars. Actuellement, si on prend juste le total des cryptoactifs, si on prend la bulle des dot-com et qu'on compare les sitcoms, les dot-com de l'époque aux cryptoactifs et aux projets de cryptoactifs, même si c'est extrêmement difficile à quantifier et à valoriser, puisqu'on n'a pas les market cap, la market cap de cryptoactifs n'est absolument pas représentative du chiffre d'affaires des entreprises. Mais pas du tout. Donc, je sais pas, je le divise peut-être par 100, quoi. Donc, si vous prenez la market cap totale, donc des cryptoactifs, aujourd'hui c'est 700 milliards de dollars par rapport à la bulle des dot-com des entreprises cotées Internet. Ça n'existait pas, Internet. C'était un flou dans l'esprit des gens. Ça correspondait à 5 000 milliards, si on prend l'inflation d'aujourd'hui. Donc on peut encore, grosso modo, faire x8 là. Mais la réelle valeur des entreprises de ces cryptoactifs ne sont pas valorisées à ces montants-là. C'est pas vrai, hein. C'est beaucoup moins en réalité. Vous prenez l'entreprise de XSL Lab, parce que je l'apprécie beaucoup. C'est un youtubeur français qui a créé son entreprise. Bon, il a ses petits cils, c'est valorisé aujourd'hui, il y a une market cap de 15 millions de dollars. Mais sa boîte, elle n'est pas valorisée 15 millions de dollars. Elle peut être valorisée beaucoup plus ou beaucoup moins, pour le coup. C'est juste la valeur en circulation de ces tokens, d'une rencontre à l'instant T entre l'offre et la demande. Donc si les cofondateurs, et c'est à peu près ce qu'on essaye de comprendre, les fondateurs d'un projet crypto ont en moyenne entre 10% et 20% de la market cap. Bon, partez du principe que l'entreprise de Georges, qui est aujourd'hui valorisée 15 millions de dollars, il doit avoir peut-être 10%. Donc sa boîte, qui détient au niveau des tokens, c'est 1,5 million. Bon, c'est pas... Alors que peut-être que ça vaut 200 fois plus, ou peut-être 1000 fois plus. Mais c'est pas du tout, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer. Vous voyez ce que je veux dire ? On est au début de rien du tout. Mais on peut quand même faire un ratio et un raccourci un petit peu différent, parce que si on commence à essayer de calculer la réelle valeur des entreprises crypto par rapport à leur potentiel réel de générer du revenu, il ne faut pas aller dans les projets cryptoactifs. Il faut aller plutôt du côté de Coinbase, plutôt du côté de MicroStrategy, ou plutôt du côté de Riot. Et si vous regardez en fait la market cap totale de Coinbase, je vous l'ai prise juste ici, Riot, non, Coinbase, elle est là. Oui, Coinbase ici. Vous avez en fait une valorisation
Ça a été introduit à 100 milliards, un tout petit peu en dessous, ça a perdu 80% de sa valorisation, ça s'est fait détruire la tronche. Aujourd'hui, c'est 11 milliards de dollars. C'était introduit 100 milliards, l'objectif c'était 100 milliards, aujourd'hui c'est 11 milliards, ça a perdu 88. Bon. Le revenu de Coinbase, c'est 7 milliards de dollars, annualisé. 7 milliards. En somme, si aujourd'hui, on devait se retrouver dans la bulle des dot-com, que Coinbase est aujourd'hui le cheval de Troie, hein, pour le coup, des entreprises blockchain et des entreprises cryptoactifs. C'est côté au Nasdaq, un petit peu comme Riot, un petit peu comme MicroStrategy, etc. Mais les yeux aujourd'hui des grands investisseurs, c'est sur Coinbase. BlackRock achète du Coinbase actuellement. JP Morgan, etc. achète du Coinbase actuellement ou accumule du Coinbase actuellement. Mais si on devait être à l'aube d'une bulle ou au fin d'une bulle par rapport à Coinbase, bah c'est pas compliqué, vous la multipliez par 200 fois. Donc vous faites 7 milliards multiplié par 200, grosso modo, c'est 1000 milliards de valorisation. Est-ce que moi, je ne vois pas 1000 milliards de valorisation. Or, si on devait vraiment repartir en arrière dans les années 2000, Coinbase, qui est créé en 1998, aujourd'hui en 2000, devrait valoir 1000 milliards de dollars. C'est à peu près l'idée, si vous voulez. C'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais dans la thématique, par rapport à ce qui se passait à l'époque, c'est exactement comme ça qu'il faut le prendre. Donc on est très, mais alors extrêmement loin pour moi, d'une bulle des cryptos ou des entreprises liées de près ou de loin des valeurs technologiques. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, on a tendance à penser que la fin de la récréation sera lorsque les Américains ou l'Europe, la zone euro, annoncera une récession. On y va dans une récession. Voilà, on y va, on va sûrement la vivre. Donc aujourd'hui, il est plus probable, il y a 6 chances sur 7 qu'on rentre dans une récession dans les 2 prochaines années que l'inverse. C'est pas systématique, mais c'est comme ça. On se montre en fait très rapidement et je vais vous lister les idées en fait par rapport et comment j'arrive à étayer mes dires, parce que c'est bien de le dire, mais c'est bien aussi de l'expliquer pour le coup. Donc au moment, et je reste toujours en weekly, au moment où il est dit que les taux à 3 mois passent au-dessus des taux à 10 ans, ça veut dire qu'on prédit, entre guillemets, une récession dans les 6 mois à 2 ans. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Juste ici, vous avez en fait la courbe de 3 mois, la petite jaune qui est ici. Je vais vous la mettre en gros, en énorme d'ailleurs, juste là. Effectivement, vous avez raison. Allez passer très allègrement au-dessus de la courbe des 5 ans, au-dessus de la courbe des 10 ans, au-dessus de la courbe des 20 ans et au-dessus de la courbe des 30 ans. Bon. Elle est revenue plus ou moins à son truc, mais vous avez eu un signal, ici, juste là, comme quoi, dans 6 mois, c'est pas bon l'histoire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a 6 chances sur 7 à peu près qu'on évoque éventuellement une récession. Alors, 6 mois pour les plus pessimistes, 2 ans potentiellement pour les plus optimistes, ou voire les très optimistes, pas. Jamais. Est-ce que, en fait, quand on voit de la bulle des dot-com, est-ce qu'il y avait eu ou pas une récession aux États-Unis lors de l'éclatement de la bulle des dot-com ? La réponse est oui. En réalité, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, parce que ça va remettre en fait les choses dans leur contexte. En réalité, les premiers à avoir annoncé une récession, c'est le Japon. C'était le 13 mars 2000. Annonce que son pays rentre en récession. Je vous rappelle qu'à l'époque, le Japon en fait avait décidé de baser une très grande partie de leur richesse nationale sur la nouvelle technologie, sur les composants technologiques, etc. Ça a été pendant très longtemps le fleuron hyper technologique, c'était le Japon. Ok ? Et en réalité, 1 an plus tard, donc c'était en mars 2020, les USA annoncent à leur tour une récession. On va regarder par rapport à la courbe au niveau du Nasdaq. S&P c'est très très corrélé, mais comme on était sur le Nasdaq, on va potentiellement rester sur le Nasdaq. Donc en réalité, le jour où ils annoncent, et je reste en weekly, hein, le jour où ils annoncent une récession, c'était pile la bulle, donc c'était le 13 mars 2000. C'est en fait, le Japon annonce le pic, le top de marché, et les Américains annoncent la récession 1 an plus tard. Regardez, hein, 1 an plus tard, c'est mars 2001, pardon. Et c'est juste ici. Bon, merci, mais pour le coup, on aurait aimé l'avoir avant cette information. Ouais, mais on l'a eu avant. Eh oui, on l'a eu avant, regardez. Ici, en mars 2020, en mars 2000, pile, pardon, regardez au niveau de la courbe des taux. C'est exactement ce qu'on revoit aujourd'hui. On revient en arrière, on reste en weekly. Hein. On ne se ment pas chez les rois. Donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on repart dans les années 2000, on y va. C'est juste ici en réalité. Hein. On est où ? On est, voilà, ici. Hop. Donc on n'avait plus les taux à 3 ans. Les taux à 3 ans, ils sont un petit peu partis en
en DZ, mais c'est la courbe, entre guillemets, de taux à 10 ans par rapport au flush et par rapport à la courbe des taux à 30 ans. Hop. Et ici, on a vu en fait la courbe en weekly des taux à 10 ans passer au-dessus du taux de la courbe à 30 ans. C'était exactement en weekly en janvier 2000. Janvier, février, mars, top de marché. Qu'est-ce qui s'est passé entre janvier 2000 et mars 2000 par rapport à cette fameuse bulle de dot-com? On y va? On était où en janvier 2000? Ici. Ok, le machin a fait un excès final. Un exit pump, vous appelez ça comme vous voulez, entre le croisement de la courbe des taux par rapport à aujourd'hui, enfin par rapport aux années 2000, janvier 2000 par rapport à mars 2000, on a fait une augmentation sur l'indice du Nasdaq de 76%. On était, et je vous l'accorde, dans une tendance extrêmement haussière et tout ce que vous voulez. Ouais, mais juste avant, et c'était pas tant beaucoup avant, hein, c'était peut-être 1 an et demi avant, voilà, grosso modo octobre de 98, c'était 1 an et 3 mois avant, bah on a vu des trucs qui n'étaient pas très bons en réalité. On a vu des espèces ici de M-top avec des cras, on cassait les précédents lots, on vient rechercher les précédents lots précédents juste ici, on clôture juste en dessous, c'était la fin du monde. Ici, c'était fin du monde et on avait perdu sur le Nasdaq, et tout le monde parlait de bulles hein, déjà, hein. Tous les initiés parlaient à ce moment-là de bulles, on avait perdu 30%. 30% sur le Nasdaq, avant une explosion du point bas jusqu'au point haut de 280%. On revient là-bas. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller faire un petit peu ce qui se trouve. On a perdu combien depuis le top, là? Depuis qu'on dit que c'est la récession. Pas depuis qu'on la constate, depuis qu'on l'annonce. Comme c'est bizarre. Encore moins 30, moins 33%. En gros, c'est potentiellement... Mais je reste encore une fois dans ma réflexion d'hier. Donc il faut reprendre quand même la vidéo d'hier pour bien comprendre mon délire. Hein. Derrière, vous allez faire ça. Et derrière, vous avez 1 an. Et vous le faites peut-être, je sais pas moi, plus 200% en fait, comme vous le sentez. Hein. Qui sait? Ça, c'est de la bulle. Et là, on ira voir une petite bulle sympa. Bon, qu'est-ce qui se passe à chaque fois quand il y a des bulles? Les montants, on s'en fiche, et la croissance, on s'en fiche. C'est juste pour dire qu'on va pas, demain pour moi, partir dans des bas-fonds, parce que c'est trop bearish. Tout le monde s'attend. Tout le monde, en fait, sont en train d'accumuler sur Apple, sur ce que vous voulez. Prenez quelques influenceurs qui traitent les valeurs technologiques. Ils sont tous en train de les shorter comme des malades. Ben, ils ont raison. Parce que tout est baissier, donc shortons-le. La tendance est notre ami. Mais j'ai un pressentiment qui est assez frustrant en fait d'observer ça parce que plus je fais des recherches de ma réflexion et plus je regarde de mon côté, plus en fait il y a des concordances dissonantes par rapport à ce qui va se passer sur un excès final. Parce que je reste, encore une fois, pas convaincu parce qu'on est sûr de rien, il n'y a pas de certitude en réalité sur les marchés financiers, mais qu'on n'a pas vécu cet excès final de bulle pour dire qu'en fait non, on s'est tous trompés, ça part to the moon et ça redescendra jamais. Le jour où tout le monde pense ça, ça descendra, mais comme jamais c'est descendu. C'est ça en fait mon idée. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ses profits si ça remonte, etc. et ne pas se surexposer sur les marchés financiers. On continue. Je vous ai parlé de Coinbase, je vous ai parlé du Japon qui annonce la récession. On continue par rapport à mes petits machins comme ça. Ok, on y va un peu. Je suis tombé là-dessus. En gros, ça m'a fait beaucoup rigoler. Se préparer à la récession de 2021. Vous le voyez en fait de partout, hein. Combattre les crises, les machins, tous les personnes qui sont dans la crise depuis les années 2008 à peu près, ils sont vachement là-dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. Je partage vos lectures. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Je suis ni pour ni contre. Je joue juste ce que je vois et non pas ce que je crois. Mais il y a des choses qui sont en train de se passer pour dire qu'on s'y attend peut-être un tout petit peu trop. Donc, grosso modo, je vais y passer super vite. Et il y a encore en fait des choses qui sont en train de se passer. L'inversion de la courbe des taux obligataires. Eh bien, je vous lis pas tout, mais vous le reprendrez éventuellement si ça vous intéresse. La plupart du temps, cette courbe s'inverse parfois sur les taux à long terme, sont alors plus faibles que les taux à court terme, ce qui est une anomalie économique qui peut perdurer. Eh bien, quand cette courbe de taux s'inverse, comme c'est le cas actuellement, je cite, on a observé 6 fois sur 7, ce n'est donc pas un indicateur fiable à 100%, une crise économique derrière. Ok? C'est super important. Donc c'est validé. Et des médias mainstream, entre guillemets, alors peut-être un peu crise, etc., je dis pas le contraire. Bon, techniquement, ils disent que ça peut potentiellement ne pas aller dans le bon sens plus tard. Donc ça, truc de récession, etc. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comment s'en protéger. Donc déjà, vous achetez le livre de Robert Kiyosaki, hein, Père riche, Père pauvre, ça a à peu près 25 ans, c'est très intéressant, je vous invite éventuellement à lire pour ceux qui ne l'ont pas. Vous avez beaucoup de vidéos
notamment sur Libre et Riche, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a plein de petites chaînes comme ça, un peu de motivation, qui sont très intéressantes et qui vulgarisent les livres de Kiyosaki et de plein d'autres grands économistes et penseurs et riches de ce monde. C'est toujours très intéressant de les écouter en podcast dans la voiture, quand vous faites du sport, je vous recommande très chaudement. Vous pouvez acheter de l'or, il y a une anomalie sur l'or actuellement, et ça pour le coup on ne peut pas l'enlever, c'est que c'est en train de se péter la tronche l'or. Voilà, donc on a des M-top confirmés en weekly, et les M-top quand ils sont confirmés, ça fait pas du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le S&P, là c'est vraiment ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on croit. Là on revient dans ce qu'on voit, quand il y a les M-top qui se confirment, c'est pas beau l'histoire, ça crache. Donc on réintègre un raid précédent, etc. Potentiellement annuler un énorme W en mensuel dans un énorme M-top en mensuel, voire trimestriel, c'est pas bon du tout. Il y a une anomalie sur l'or. Pourquoi? On se pose la question avec un grand point d'interrogation. Peut-être qu'on est en attente actuellement de voir qui bouge en premier. Il y a beaucoup d'argent sur le DXY, il ne fait que monter. Il n'y a que des bougies vertes depuis des jours et des jours et des jours et des jours. Donc les gens, en fait, comme ils ne savent pas, et comme la smart money ne sait pas, elle se couvre. Elle se couvre quoi dans le dollar? Pourquoi dans le dollar? Parce qu'il monte. Vous savez, c'est bête et discipliné. On n'a pas besoin d'être intelligent pour gagner sur les marchés financiers. Vous allez là où ça monte et vous partez quand ça descend pour aller là où ça monte. Voilà, dans l'idée, c'est un petit peu ça. Sans croyance que du bon sens. C'est un peu plus compliqué, vous le savez très bien. Mais c'est un petit peu là ce qui est en train de se passer. Et on a une anomalie de marché sur l'or. Pourquoi? Et sur le gold. Parce que on dit que la récession est à nos portes. On a des croisements sur les taux à court terme par rapport au long terme. Et le gold s'effondre. Enfin, s'effondre, c'est un grand mot. Il a perdu quelques pourcents. Mais ça fait beaucoup parce que c'est des grosses capitalisations. C'est 10 000 milliards de dollars aujourd'hui au niveau de la capitalisation de l'or. Donc une anomalie de marché. Et je reviens sur mon petit discours juste avant, et après on continue sur un truc encore plus important. Et juste pour conclure, ça m'a fait plaisir, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, vous avez aussi le Bitcoin. Voilà, en fait, même s'il s'agit d'un placement hyper volatile et dangereux, il est utilisé par une grande parcimonie, donc voilà, le Bitcoin, tout ce que vous voulez, un peu comme de l'or 2.0, j'ai été content que même des trucs un peu mainstream le proposent, et on le voit de plus en plus. On continue. C'est toujours intéressant. Que sont les signes, en fait, avant-coureurs d'une récession? Je vous le lis pas, je vous laisserai le lire si ça vous intéresse. On reprend un petit peu exactement ce qu'on vient de dire, les taux, les machins, les trucs, etc. Moi, j'ai vu autre chose. Là, il y a un truc qui m'a dérangé. C'est qu'il y a En fait, à chaque fois que je regarde des économistes, sur YouTube, sur BFM Business, etc., ils sont tous en train de dire que il y a une crise de la dette qu'on va se la prendre dans la tronche, c'est très compliqué au niveau de l'économie aujourd'hui, il y a de la planche à billets, donc ça fait monter artificiellement les actifs, mais ils comprennent pas pourquoi, aujourd'hui, si on est un petit peu dans l'aigreur, si on est un petit peu dans les taux, dans l'augmentation des taux, etc., pourquoi le taux de chômage diminue, et notamment aux États-Unis. Alors, beaucoup diront, c'est normal, ils pipent les chiffres. Oui, mais ils l'ont toujours fait. Donc on regarde plutôt des évolutions. Vous savez, c'est comme sur Cognalise, etc. Les montants, on s'en fiche. On regarde plutôt des fractales et des courbes. Donc là, on voit. Donc on pourrait juste en fait l'enlever, ça. On pourrait enlever les chiffres, on s'en fiche, on regarde juste les courbes. Bon, on peut observer qu'en 2013, on était à près de 7%, et aujourd'hui, on est sur un point bas, en réalité, aux États-Unis par rapport au taux de chômage. Donc je me suis dit, quand il y a le taux de chômage qui est bas, c'est qu'il y a de l'emploi, c'est que les entreprises vont bien, c'est qu'elles font du chiffre, elles font des rendements, elles font des revenus, la bourse baisse, elles font des structures de retournement, on parle de récession. Est-ce que ça s'est passé comme ça dans les crises précédentes? Bon, vous savez, bête disciplinée, on va aller regarder ce qui se passe. Taux de chômage aux USA entre 48 et 2014. Bon, on va regarder en 2000. Et là, je me suis dit, mince, c'est intéressant. En fait, à chaque fois qu'on est à quelques mois, 6, 18, 24 mois d'une récession sans précédent, en fait, on a un taux de chômage au plus bas. Regardez, en 2008, crise des subprimes, le taux de chômage était redevenu au plus bas. Je comprends. En fait, c'est un non-sens pour moi. Je comprends pas. Donc en fait, on subit la crise et au dernier moment, comme le public est au courant, on les vire. Je comprends pas. C'est qu'en fait, au moment où on y est, il y a une explosion de la bourse, donc tout le monde va bien. Donc en fait, les entreprises disent, comme ça va bien, on embauche. Et en fait, quand on a des bulles qui éclatent, tout va mal, donc on vire tout le monde. C'est bizarre quand même. Et on a des excès, entre guillemets, de bulles spéculatives. 2008 aussi, c'était une forte valorisation sur les S&P 500 sur le Nasdaq. Il y a eu un crack des 2008. Réponse politique, toujours, régulièrement. Mais on voit qu'il y avait un point bas sur le taux de chômage aux États-Unis en l'an 2000. 99-2000, 98-99-2000. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Un point bas en 2020, 2021, 2022 maintenant. Ok ? Ça, c'était aussi un indicateur qui permet en fait de prendre du recul et de réfléchir pour dire il faut plus regarder ça en fait.
parce qu'en fait, à chaque récession, en réalité, il y avait un chômage qui était relativement bas. Et on le voit ici, évolution de l'activité économique aux USA, chaque récession, donc on va prendre la petite de 2000 ici, et vous avez la 2008 qui était sans précédent, et vous en avez une énorme Covid. Il n'y a aucun problème, hein. Mais ça a été compensé par l'impression monétaire, etc. Donc on l'oublie, parce que les taux de croissance qui ont été rattrapés le coup, le marché l'a pricé extrêmement fort, on a perdu beaucoup au niveau de valorisation sur beaucoup d'entreprises technologiques traditionnelles, cryptoactifs, etc. lors du crack de 2000. On l'a très vite rattrapé parce que beaucoup d'argent ont été imprimés. C'est 15 000 milliards de dollars en M1 qui ont été imprimés. Donc évidemment que la bourse et que les marchés traditionnels et les marchés financiers, dont les cryptoactifs, par le biais de Robbie Williams, des confinements qui dit on va se faire de la thune à fond sur les cryptoactifs, ça a fonctionné très bien. Et vous avez juste à côté le profit des sociétés en récession. En réalité, à chaque fois qu'on arrive dans une période de récession, etc., juste avant un peu la récession, vous avez des profits des entreprises qui baissent, qui diminuent. Le profit des entreprises diminue. Or, ce n'est pas ce que j'observe, notamment dans les grosses caps. Chez Apple, ça baisse pas, les revenus sont canonissimes. Amazon, un tout petit peu. Mais Tesla, très bon résultat. Donc oui, il faut prendre de façon globale, il faut prendre de façon générale. Mais si on prend de façon générale, toutes les entreprises du Nasdaq et du S&P qui n'ont pas réussi, entre guillemets, à passer au-delà de leurs propres résultats, ils se sont fait démolir. On a Zoom, ils se sont fait démolir. On a Netflix, ils se sont fait démolir. On a Alibaba, ils se font démolir. Tout le monde se fait démolir, sauf les entreprises qui font dans les attentes, pour le coup, ou peut-être un tout petit peu inférieur, ils vont chercher les premiers arrêts, etc. Mais on a en fait une espèce de baisse, mais qui se poursuit en réalité après. Pourtant, on avait la bulle et l'éclatement de la bulle de 2000 lorsque les entreprises commençaient à rentrer dans une forme de « il y a moins de bénéfices ». C'est pas « il y a moins de bénéfices », c'est le crack. Parce que les moins de bénéfices, ils ont commencé en 98 sur les profits des sociétés et la récession. Donc c'est vraiment cette fenêtre-là que je suis en train d'en percevoir et que je vous partage de façon complètement logique. Je sais pas, je me posais cette question-là. Voilà, donc j'ai fait le tour, chômage, inflation, je reviens juste sur le cours en fait du Nasdaq mais hors inflation, et je vous montre après juste pour finir la vidéo par rapport au Bitcoin. Bon, ok. On va sur le S&P, sur le Nasdaq 100, pardon, hors inflation. Si on reprend et on enlève l'impression monétaire et toute l'inflation par rapport aux années 2000, en fait, la bulle des dot-com était bien plus valorisée qu'aujourd'hui. Si on enlève l'inflation monétaire. Si en fait aujourd'hui on était en 2000, en réalité, on serait beaucoup moins haut que la bulle entre guillemets les dot-com. C'est super important. Okay, et on rentre dans une zone de rechargement de vente. Et je vous l'avais dit, on l'avait dit ensemble, on l'avait vu bien évidemment, que ici, généralement, on cherche plutôt à vendre ce marché. Bon, ça n'a pas loupé. On a bien revendu ce marché. C'est exactement la même chose sur le S&P 500. Et j'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Mais on ne peut pas le reprendre à chaque fois, malheureusement, dans les vidéos. C'est très très difficile, sinon elle durait plus de 2 heures à chaque fois. On avait fait ce petit travail-là il y a quelques semaines. Vous avez ici donc la bulle des années 2000. Pour moi, on n'est pas dans la bulle des années 2000. On a à chaque fois craqué années 2000. Vous vous rappelez le mars 2020 mars 2001, pardon. Juste ici, hein, mars 2020, on prend le support et on annonce la récession. On l'annonce. Actuellement, aux États-Unis, on n'annonce pas la récession. On va tout faire pour la contrer. Tout faire, on remonte les taux, etc. Le chômage est au plus bas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est ici que ça craque, parce qu'on price la news en réalité. Mais juste avant, peut-être qu'on est, je vous le dis, hein, vraiment c'est ma réflexion, et ne le partagez pas si vous y croyez pas, il n'y a aucun problème avec ça. Mais aussi bien on est là-dedans. Ou peut-être aussi bien on est là-dedans, quoi. On est dans une espèce de magma, de on fait des M-top, dans des M-top un peu chelous, et puis derrière... plus personne n'a rien à voir. Et ici, on dira, oh, nouveau paradigme, on s'est trompé, ça s'appelle la récession, c'est génial, le chômage est au plus bas, il y a un petit peu de taux de chômage, mais c'est pas très grave quand même, hein, on arrive quand même à bien machin. Et puis, si j'avais acheté du Bitcoin, aujourd'hui, il est à 300 000 $, quoi. Ok, donc ici, on est d'accord, on prendra très massivement nos profits, on va pas le répéter, mais là, pour le coup, dans toute la montée, on prend nos profits. Actuellement, c'est difficile, c'est douloureux, on voit tous le Bitcoin à 15 000 $ ou à 20 000 $, peut-être qu'en fait, ce qui nous attend, c'est ce truc-là. Derrière, à chaque fois qu'on est arrivé en 2008, c'était sur un espèce d'une oblique juste ici, ça repousse. Crack Covid, ça repousse. On revient ici, risque de récession, je ne sais pas comment on peut l'appeler, conflit géopolitique peut-être, porte de l'Europe, si vous voulez, hein. Et puis derrière, ça retrace. Ouais.
Mais ça retrace pas tant que ça en fait. Ça galère à retracer. Donc peut-être qu'on va avoir un espèce de signal plus ou moins sans précédent. Je vous montre la même chose sur le Bitcoin. Parce que ce qu'on est en train d'observer hors inflation sur le Bitcoin, c'est pas la même chose qu'on est en train d'observer ici. Je vous le montre en 1000. BTC USD slash M2. Voilà. Regardez à quel point c'est chirurgical. Moi, à chaque fois que je vois ça, je trouve ça incroyable. Où est-ce qu'on est venu clôturer là en fait? Si je passe en M2. C'est incroyable ou pas? Voilà. On a clôturé exactement au-dessus de notre précédent ATH. C'est rien. Hein. C'est quelques centaines de dollars ou quelques dizaines de dollars peut-être. Donc là, les queues sont menées à être mangées, etc. Donc vous reprenez un petit peu en arrière et on est bien revenu tester en fait sur le hors inflation du Bitcoin parce que c'est ça qu'on regarde. Si vous regardez vos courbes en euros, vous ne voyez pas la même chose aujourd'hui qu'en dollars, et vous ne voyez pas la même chose en rouble, ou en roubia, ou en roupia, pardon, ou livre turc, ou livre sterling, etc., ou en franc suisse. Donc peut-être que c'est aussi intéressant de regarder hors inflation pour voir ce qui est en train de se passer, notamment sur le Bitcoin. Et je vous avais fait cette petite démo pour dire que moi, je n'avais pas racheté du Bitcoin. Or, si je prends mes précédents bottoms de marché ici, et que je remonte en haut par rapport à mon précédent top de marché, on était bien revenu, mais c'était de façon extrêmement furtive, quasiment sur les 0,618, à très peu de choses près. À très très peu de choses près. Si je reviens par rapport à ici, sur mon top de marché, mais hors inflation, et que je viens ici à 0, et ben je viens pile chercher mon 0,618 et je rebondis dessus. Poung! C'est intéressant quand même. On rentre bien dans une zone de rechargement, le signal était là. Après, ça reste, c'est une capitulation, c'est très difficile d'acheter là-dedans, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir en fait notre petit Bitcoin clôturé hors inflation exactement au-dessus de notre précédente ATH de l'an 2018. Voilà, de janvier 2018. J'ai fait le tour dans cette vidéo, on finira là-dessus. Est-ce qu'on avait d'autres choses à voir? On va pas reprendre tout Riyad. Oui! Dernière chose. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous montre cette fameuse toute petite vidéo. Vous savez, on n'a pas fait pas d'order flow, etc. On en fait demain, promis. Je fais une vidéo beaucoup plus courte demain, mais que sur l'analyse technique. Mais je voulais vraiment vous parler de ça. Parce que je pense que c'est une période difficile pour tout le monde et qu'il faut, je pense, prendre du recul. Ok? Et on y va. Ah ouais, on a été approché pour, de mémoire, vendre le site pour 100 millions de francs à l'époque. Bon, moi, 100 millions de francs, c'était dingue. J'avais rien depuis toujours et il y a un mec qui me propose 25% de 100 millions de francs. Enfin, tu vois, c'était un truc... Et donc, je me dis, c'est génial. Bien sûr que je vends. Moi, 25 millions de francs, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc, on vend. Enfin, on signe. Et puis, les acheteurs, qui étaient très sympas, c'était un groupe que vous avez tous oublié, qui étaient des Suédois très sympas, nous disent on fait une fête ce soir, on vous invite à la fête. Et donc je vais avec mon associé à la fête. Et toute la soirée, les Suédois viennent me voir en disant vous oubliez pas, demain vous venez signer. Je dis oui, je sais, je prends 25 millions, je vais quand même mettre un réveil, quoi. Et 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je vais me coucher à 3 h du mat et j'arrive pas à m'endormir. Je me dis mais attends, mais un mec il te fait un chèque de 100 millions pour un truc qui vaut rien. Si en plus il t'appelle 4 fois. Et quand tu dis il vaut rien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ça, France, ça valait rien. Ça faisait peut-être 2 millions de chiffre d'affaires, tu vois, c'était un truc, ça valait cher parce que l'audience valait cher à l'époque, mais objectivement... Dans ta tête, tu te disais ça vaut pas 100 millions. Ben non, ça valait 2 millions, tu vois, ou 3 peut-être. Mais bon, après que des gens le valorisent à ce prix-là, c'était la mode à l'époque, donc moi je fais comme tout le monde. Et donc j'ai appelé mon associé, j'ai dit dis-moi Thierry, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Le mec il te fait un chèque de 100 millions et il t'appelle 5 fois pour que tu viennes le chercher. Il me dit ouais, je le sens pas. Je dis, bah, on vend pas. Il m'a dit, bah non. Donc, dans ma tête, je déchire mon chèque de 25 millions de francs la nuit, quand même. Je repars avec rien. Et je me dis, waouh, le matin, je pense que j'ai fait d'énormes conneries, quoi. Et 3 mois plus tard, on vendait à 200 millions d'euros. Donc... Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Et c'est ça, une bulle. C'est quand, en fait, on vend des choses qui dépassent même l'entendement des personnes les plus initiées. Ciao.